Bonjour Hicham, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Mariam, bonjour tout le monde. On va commencer dans quelques minutes. Mariam, vous êtes là? On peut commencer? Oui, oui, Hicham. Ok, merci. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui afin d'assister à ce webinaire, à cette nouvelle session de formation importante sur comment choisir un journal pour publier. Alors, on va essayer au cours de cette formation de parler sur les documents scientifiques, sur l'originalité des résultats et comment savoir que tel travail est publiable. Bien sûr, on va présenter, c'est-à-dire les outils intéressants pour trouver facilement le bon journal afin de se mettre vos résultats. Donc, cet atelier rentre dans la politique d'identifier les sources fiables, les sources sécurisées, les journaux indexés, et en même temps d'éviter les journaux, ce qu'on appelle les journaux prédateurs. C'est-à-dire, c'est une guerre des journaux prédateurs, et même maintenant, nous avons même des éditeurs prédateurs. C'est très important de parler de ça, surtout avec les doctorants en première année de thèse et même pour les doctorants qui sont à l'étape de soumission de leurs travaux et de leurs résultats. Oui. Oui, le son est bien, tout est bien. OK. Hmm. OK. Oui, oui. Déjà, nous avons commencé en Algérie quelques sessions en présentiel pour être très proche des chercheurs. Et déjà, la semaine passée, on était à l'université Farhat Abbas de Sétif, dont on a animé un atelier pour leurs doctorants sur des sujets importants concernant Scopus et sciences directes et comment choisir un sujet de recherche et comment trouver un journal, comment trouver un organisme de financement. Voilà. Donc, je vous rappelle que cette session est enregistrée, OK? Alors, comment choisir un journal pour publier? Donc, avant de passer au choix de journal, avant de passer au choix de revue, la première chose qu'on doit comprendre, c'est pourquoi on publie. C'est pourquoi on publie les articles scientifiques. C'est une question importante et pour être à la même fréquence, on doit clarifier ce point-là. Donc, premièrement, on publie pour la réputation professionnelle et pour la réputation académique, ça c'est clair.
puisque chaque chercheur, chaque étudiant et même chaque organisme cherche à créer une valeur et cherche à créer une place sur son axe scientifique. Et alors, cherche à avoir un impact et un poids pourquoi pas, être une référence pour son domaine. Et comme vous savez tous, les auteurs qui publient plus, ils ont un H-index grand et élevé et ils sont toujours invités par les comités d'organisation de conférences internationales, les conférences nationales, soit pour être membre du comité scientifique ou bien même pour animer des conférences et pour animer des plénières. C'est à travers généralement le nombre de publications, à travers le nombre de citations et à travers en général le H-index et la créativité et la réputation professionnelle et académique. Et sont aussi invités aussi pour donner des cours spéciaux au niveau des universités et des grandes universités. On trouve ce mouvement, c'est un grand mouvement des professeurs, surtout pour les professeurs qui ont un H-index élevé entre les universités locales et même les universités internationales. Et tout ça, comme j'ai dit, c'est la conséquence de ces publications et la conséquence de ces travaux scientifiques. Et cette valorisation et cette réputation scientifique va influencer sûrement sur la réputation professionnelle, ok? Et ça surtout pour les enseignants et pour les administrateurs et même pour les fonctionnaires en général. C'est-à-dire, toujours, il y a un lien toujours entre tout ce qui est professionnel et tout ce qui est académique. Et là, je parle beaucoup plus ce qu'on appelle le personal brand. C'est-à-dire que chaque chercheur doit travailler sur ça pour son nom, pour sa place et même pour son affiliation. Aussi pour les étudiants, la réputation scientifique aide beaucoup les gens pour bénéficier des différentes opportunités comme les stages d'études, quel que soit stage courte durée ou bien stage longue durée, même pour les bourses. Et il y a beaucoup d'opportunités jusqu'à la fin de carrière. Lorsqu'on publie, on trouve les opportunités. Oui. Je vois toujours la discussion. Donc, ce n'est pas la peine de vous envoyer vos emails. Hein. OK. Maintenant, deuxièmement, c'est pour l'avancement dans le carrière et pour l'avancement pour le grade. Et là, je parle d'évolution d'échelon et je parle d'évolution de grade. C'est appliqué et c'est applicable beaucoup plus pour les fonctionnaires dans certains secteurs, soit évolution dans la même fonction, sinon en changeant carrément le secteur d'activité à cause des opportunités offertes et à cause des occasions qu'il trouve grâce à sa production scientifique. Aussi, une chose importante, c'est que les publications aident les étudiants et aident les doctorants pour soutenir leur thèse dans plusieurs pays. Et ça aussi, c'est un avancement dans la carrière et c'est un avancement pour le parcours. Et c'est une condition, c'est-à-dire principale pour se tenir dans plusieurs spécialités et dans plusieurs domaines. La troisième chose que je trouve importante, c'est pour trouver des opportunités de financement. C'est normal qu'à chaque fois qu'on publie des documents avec des bons résultats et tout, et même dans des revues de grande qualité, surtout des revues classe A ou bien même des revues classe A+, avec tout ça, la possibilité d'avoir un financement par les organismes privés et par les organismes étatiques augmente beaucoup. Et là, le financement, comme vous savez, ouvre plusieurs portes, plusieurs fenêtres vers une autre dimension de recherche objective, une recherche valorisable. Et là, on parle de ce qu'on appelle l'amélioration continue de la recherche scientifique pour la personne elle-même, pour le chercheur ou bien même pour le laboratoire
et pour l'université, et bien sûr en général pour le pays. Maintenant, comment savoir si mon article scientifique est publiable? Bon, pour répondre à cette question, on va revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce que c'est un article scientifique? Donc, un article, ça veut dire que c'est un support, tout simplement. Un support qui doit être communicatif. Et communicatif, c'est-à-dire écrit et rédigé de manière compréhensible par les lecteurs des différents niveaux. Je dis différents niveaux, c'est-à-dire, par exemple, un étudiant qui connaît quelques bases, ou bien un expert dans votre domaine. Et pas seulement de différents niveaux, mais même compréhensible par les gens hors domaine. Et pour garantir ça, on doit utiliser les bons vocabulaires et les bons mots-clés et même des mots simples pour que l'article soit compréhensible, surtout pour les gens hors domaine ou bien domaine. Ça rentre dans la politique de choix de journal, un journal disciplinaire ou bien multidisciplinaire. Avec, bien sûr, on doit toujours utiliser une bonne langue de rédaction. Et communicatif veut dire aussi qu'il suive et qu'il respecte l'enchaînement des titres et l'enchaînement des idées. En fait, on trouve des standards. Toujours, il y a des standards qui décrivent l'enchaînement des idées et l'enchaînement des titres dans un article. Et on connaît tous peut-être la méthode, par exemple, la méthode EMRAD. EMRAD, c'est-à-dire introduction, méthode, résultat et discussion, conclusion, et à la fin, on trouve les références. Ça, c'est une méthode très connue par tout le monde pour garantir un bon enchaînement des titres, un bon enchaînement des idées sur l'article. Et bien sûr, pour chaque partie, lorsqu'on dit introduction, bien résumé, bien méthode, bien résultat, pour chaque partie, il y a des préférences, il y a des exigences pour garantir toujours le bon enchaînement. Alors, il faut faire attention sur ça puisqu'on doit toujours être communicatif pour garantir l'acceptation, au moins l'acceptation de votre article. Une autre chose importante, c'est que l'article doit être nouveau. Nouveau, c'est-à-dire original. Donc, il doit être en rapport avec les connaissances et il doit être en rapport avec les technologies actuelles. Et l'originalité est un problème de plusieurs chercheurs, vraiment. Souvent, vous faites des bonnes recherches et vous trouverez des bons résultats, des résultats lumière, mais le jour de rédaction, malheureusement, on explique mal la nouveauté. On explique mal l'originalité. C'est ça le problème, ou c'est ça le grand problème. C'est l'explication de l'originalité et l'explication de la valeur ajoutée, de added value. Donc, il y a toujours un manque concernant la description et l'explication de cette nouveauté dans quelques manuscrits, pour ne pas dire tous les manuscrits, dans quelques manuscrits. Alors, on doit mettre plusieurs lignes sur le mot nouveau, sur le mot original, puisque le grand pourcentage des articles rejetés, c'est pour cette raison. Et pas seulement question de description, mais des fois plus que ça. Par exemple, pour garantir l'originalité, il faut toujours vérifier l'originalité elle-même. C'est-à-dire, il faut lire beaucoup d'articles, il faut lire beaucoup de livres, il faut lire beaucoup de thèses et faire un bon état de l'art pour tracer votre ligne de départ. La ligne de départ, c'est à travers l'état de l'art que vous allez faire. Alors, essayez toujours de lire le maximum d'articles qui ont soit les articles directs ou bien des articles
des domaines connexes pour dire vraiment que mon résultat est original, c'est à travers une référence toujours. Alors, essayez de bien choisir vos références afin de vérifier et garantir l'originalité de votre résultat. Et toujours, comme j'ai dit, l'état de l'art, c'est la ligne de départ par rapport les résultats existants et par rapport les résultats qui manquent. Donc, la même chose pour les brevets d'invention, hein, puisque maintenant, il y a un mouvement entre les articles scientifiques pour les journaux indexés, pour les journaux de grande qualité et même les brevets d'invention. Il faut toujours distinguer entre le mot invention, entre le mot innovation, c'est un domaine large, et il faut effectuer tout d'abord, avant de publier, une bonne recherche d'antériorité, puisque pour les articles, on parle toujours d'état de l'art, et pour les brevets d'invention, on parle de recherche d'antériorité. Et on fait généralement la recherche d'antériorité sur les grandes bases de données de brevets. D'ailleurs, sur Scopus, on trouve plus de 50 millions de brevets d'invention. Et alors, c'est très important de faire ce type de recherche avant de dire que mon travail est original. Il faut être objectif, il faut être logique avant de dire que mon travail est vraiment nouveau et vraiment original, puisque c'est une responsabilité de dire ça. Okay? J'espère que vous avez compris cette vision, puisque j'ai essayé de répondre à la question comment savoir si mon article scientifique est publiable. Et je voudrais vous dire aussi que pour chercher l'originalité n'est pas compliqué, hein, pour ne pas compliquer les choses. Juste un simple pas en avance, juste une simple modification en variant quelques paramètres ou bien un simple paramètre reste une originalité. En fait, donc, il ne faut pas compliquer l'existence, il faut juste essayer de faire un bon état de l'art et puis en variant quelques paramètres, en variant, je ne sais pas, quelques études de simulation, quelques remarques. Alors, il faut faire une étude ou bien une lecture critique des articles pour vraiment avoir le point de l'originalité. Pour les brevets d'invention, il faut bien lire ce qu'on appelle les revendications pour extraire l'originalité de votre travail à travers les revendications des autres articles connexes et des autres brevets d'invention qui sont en relation avec votre travail de recherche. J'espère que c'est clair. OK. OK, c'est bien. Alors, on revient à notre sujet, c'était juste un échauffement, hein. Mais c'est important, hein, c'est important pour clarifier quelques points critiques, surtout pour le point original et pour le point nouveau. Pour dire que mon travail est nouveau ou bien pour dire que mon travail est original, il faut prendre la responsabilité de dire ça. Il faut faire un bon état de l'art ou bien il faut faire une bonne recherche d'antériorité pour être à la même longueur d'onde, à la même fréquence avec les résultats existants, avec les articles déjà qui sont publiés pour tout le monde. Donc, nous avons répondu jusqu'à maintenant à deux questions importantes sur pourquoi on publie les articles et comment savoir si mon article est publiable. Maintenant, on peut passer directement aux critères de choix d'un journal, bien les critères de choix d'une revue. OK. Oui, oui, un journal, une revue, c'est la même chose, oui.
Peut-être vous avez confondu entre les deux mots en arabe. En arabe, on trouve majalla et jarida, puisque vraiment, nous ne sommes pas pratiquement la même chose en arabe, majalla et jarida. Même en français. En français, on trouve généralement la différence entre le mot journal et le mot magazine. C'est-à-dire un journal ou bien un magazine ne sont pas la même chose. Mais généralement, pour les journaux scientifiques, on trouve que les scientifiques disent que journal ou revue, la même chose. Mais lorsqu'on dit magazine, c'est une autre affaire. Alors, vous pouvez juste googler sur ça pour voir exactement la différence. Hein. Donc, je reviens une autre fois. Une des premières choses que je dois vérifier, c'est que le journal accepte la publication avec la langue de publication que j'ai choisie. Et là, il faut dire que pour viser une audience internationale, pour chercher la visibilité de votre recherche, maintenant, c'est une obligation. Voilà, il est très conseillé de publier en anglais, surtout pour les recherches scientifiques et tout. En général, surtout le domaine technologique. Ça dépend de la spécialité et tout. Hein. Mais maintenant, il est toujours de préférence essayer de publier en anglais. Une autre chose, c'est qu'on doit décider de départ si on va envoyer le travail vers une revue multidisciplinaire ou bien une revue disciplinaire ou bien vers une revue spécialisée. Puisque avant de se mettre le travail dans une revue multidisciplinaire, par exemple, vous êtes obligé d'adapter le langage utilisé puisque le journal multidisciplinaire a une audience scientifique généralement très large. C'est-à-dire, même les chercheurs et même les étudiants qui sont carrément hors domaine peuvent lire votre article. Alors, dans ce cas, vous devez rédiger votre article de manière qui soit compréhensible, une manière qui soit simple pour ceux qui n'ont pas une connaissance approfondie de votre axe de recherche. C'est ça l'importance de cibler le disciplinaire ou bien le multidisciplinaire. Alors, il faut bien choisir les mots-clés par rapport au choix de journal. C'est-à-dire, il y a des journaux spécifiques, on peut choisir des mots-clés un peu durs avec les spécialistes et tout, mais pour cibler le multidisciplinaire, il faut rester toujours simple pour le point de rédaction. Un troisième critère que je trouve aussi important, c'est la qualité et c'est l'intégrité de la revue. Et pour s'assurer ça, on doit consulter les sites officiels, les sites officiels des journaux sélectionnés. Ça, si nous avons déjà une sélection. Alors, juste on consulte la liste des éditeurs, soit l'éditeur en chef ou bien même les éditeurs spécialisés, c'est-à-dire la liste complète des éditeurs dans le journal choisi. En fait, même on peut même, c'est-à-dire faire des petites recherches sur les profils, sur les CV des éditeurs. Et on peut trouver même des profils Scopus pour chaque chercheur, pour chaque éditeur, et soit sur Scopus, soit sur Google Scholar, par exemple. Et on consulte aussi les détails concernant l'existence, par exemple, pour le journal lui-même, concernant l'existence d'un ISS invalide, l'existence d'un facteur d'impact, d'un indice H. On peut même contacter les gens si nous avons des collègues qui ont publié déjà sur le journal ciblé. C'est-à-dire, on les contacte pour nous donner leur feedback après la publication et pour être même en sécurité. C'est-à-dire, on doit toujours faire la recherche après le conseil des collègues et tout. Et même essayer toujours de faire la recherche sur des bases de données, sur des plateformes qui sont des plateformes fiables, qui sont des plateformes de bonne qualité pour éviter ce qu'on appelle les journaux prédateurs. Alors, il faut faire attention, c'est ça.
Et peut-être après, on va détailler un petit peu sur les journaux prédateurs, les revues prédatrices, puisque c'est vraiment important de voir comment éviter ce genre de revues. Donc, le quatrième critère, c'est le délai de publication. Et en général, les revues qui publient plus d'un numéro ou bien deux numéros par mois, généralement sont susceptibles d'avoir un délai de publication très court. Alors, essayez toujours de voir et de cibler les journaux qui publient beaucoup de volumes par trimestre ou bien par mois. Et bien sûr, pour connaître cette information, vous pouvez juste consulter le site de la revue ou bien peut-être après, on va voir ensemble d'autres méthodes plus fiables et plus sécurisées au cours de cet atelier pour voir quels sont les journaux rapides et quels sont les journaux avec un taux de pourcentage, c'est-à-dire un taux d'acceptance un peu élevé. En fait, il y a beaucoup de critères de choix. On peut citer aussi le taux d'acceptance, comme j'ai dit, le facteur d'impact, et même, par exemple, pour les Algériens, il y a une condition exigée par le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la DGRSDT, c'est-à-dire la Direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique, c'est que le journal choisi devra être mentionné dans la liste des journaux indexés. C'est-à-dire parce que la DGRSDT affiche à chaque fois 10 listes sur le site officiel. En fait, ce sont 10 listes pour les journaux classe A, les journaux classe B, les journaux prédateurs et même la liste des éditeurs prédateurs. Alors, vous êtes obligé de voir cette liste avant de soumettre votre travail. C'est un grand travail vraiment fait par les gens de la DGRSDT. Et je profite de l'occasion de les féliciter et de les remercier pour cette démarche et pour ces listes publiées pour aider les doctorants afin d'éviter les journaux prédateurs. Et donc, même cette liste elle-même ou bien les listes publiées par la DGRSDT sont en fait générées à partir des données Scopus, c'est-à-dire la majorité. Vraiment, ces listes vont faciliter beaucoup de choses et on va voir après, OK? OK. Maintenant, parlant de Scopus, je vous présente une des méthodes les plus efficaces qui nous permet de trouver d'une manière très efficace un journal en utilisant la base de données et d'indexation Scopus. Donc, avant de parler de ça, je veux expliquer juste comment accéder à la base de données Scopus. Alors, pour accéder à Scopus, surtout en Algérie, il faut avoir un accès institutionnel de votre établissement universitaire. Et ces accès sont financés par les différents consortiums des Grands Maghreb. Et on trouve l'IMIST au Maroc, le CNUDEST en Tunisie, on trouve le CIRIST pour les Algériens. Ce sont les consortiums des Grands Maghreb pour donner les abonnements et les comptes pour accéder aux différentes bases de données et différentes plateformes pour télécharger les articles scientifiques. Alors, pour les étudiants et les enseignants-chercheurs algériens, vous pouvez juste contacter le CIRIST ou bien directement le bureau SNDL le plus proche pour avoir un compte SNDL de votre université. SNDL, c'est-à-dire un compte au Système national de documentation en ligne, puisque c'est via cet accès qu'on accède à Scopus. Donc, je reviens directement à l'interface officielle d'SNDL. Il est disponible sur www.sndl.cirist.dz. On met juste le mot de passe et l'identifiant pour que cette interface apparaîtra. Et puis, vous pouvez cliquer juste sur Sciences et techniques pour trouver directement quelques bases de données et plusieurs
plateforme. Et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement l'icône de la base de données Scopus. Maintenant, pour parler rapidement sur Scopus, ça c'est l'interface, l'ancienne interface. Maintenant, il y a une autre interface, une nouvelle interface de Scopus. On peut pratiquer après pour voir la démarche. J'ai montré ça exprès pour voir l'évolution ensemble des interfaces graphiques de Scopus. Ça, c'est pour l'ancienne version. Donc, pour parler sur Scopus rapidement, je peux dire que c'est une base multidisciplinaire et même on trouve sur Scopus des résumés, on trouve des citations signalant des centaines de millions de documents scientifiques produits par plus de 7000 éditeurs. On trouve sur Scopus toutes sortes de documents, notamment les articles, on trouve les articles de conférence, les articles review, c'est-à-dire les articles de critique, même les brevets d'invention comme j'ai mentionné déjà. Et sur Scopus, on peut faire la recherche soit directement par document, c'est-à-dire qu'on lance la recherche d'un sujet ou bien la recherche d'un document à partir d'un titre ou bien des mots-clés. On peut faire aussi la recherche par nom d'auteur et on peut faire la recherche par affiliation pour trouver les laboratoires, les universités. Ça dépend l'objectif de votre recherche sur Scopus. Alors, la fois passée, j'ai utilisé plusieurs mots-clés et maintenant, je vais essayer d'utiliser arbitrairement un mot-clé. Donc, imaginons ensemble que j'ai un article que je trouve bien rédigé avec des résultats motivants. Et maintenant, je suis à l'étape de trouver un journal pour le publier, bien sûr. Alors, c'est simple. Je tape juste le mot-clé. Bien sûr, c'est un mot-clé qui correspond à notre problématique. Sinon, je peux utiliser ce qu'on appelle l'équation de recherche. Et j'ai parlé déjà sur l'équation de recherche et comment choisir les mots-clés, comment utiliser les paramètres logiques, les paramètres booléens, les paramètres de proximité afin de créer une équation de recherche. Ça va nous aider beaucoup pour bien affiner le résultat et pour trouver vraiment des résultats qui correspondent vraiment à notre problématique de recherche. Pour mon cas, j'ai essayé juste d'utiliser un simple mot-clé pour trouver quels sont les journaux qui publient dans le mot-clé choisi. Voilà, j'ai tapé juste un mot-clé, puis je clique sur Search. Directement, il m'a donné plus de 200 000 résultats et je clique directement sur Analyze Search Results. Ça, c'est un point très important. Essayez de garder ça. Après, à tête reposée, vous pouvez faire la recherche en utilisant vos mots-clés et puis en consultant Analyze Search Results. Bon, cet outil sert à analyser les résultats, bien, le résultat de votre recherche sur plusieurs paramètres. Donc, je clique sur Analyze Search Results. Donc, il va vous donner plusieurs courbes, plusieurs organigrammes et tout. Parmi les paramètres de classement des résultats, à partir des mots-clés, on peut trouver des classements par nombre de publications en fonction de l'année, par nombre de publications en fonction d'auteurs, c'est-à-dire quels sont les auteurs qui publient plus dans votre domaine, aussi en fonction de type de document, en fonction de domaine, aussi même d'organismes de financement pour les gens qui cherchent des organismes de financement privés et publics qui financent et qui donnent des budgets pour effectuer la recherche et pour améliorer la recherche scientifique. Même pour les gens qui cherchent des affiliations, on trouve des analyses au niveau bien en fonction d'affiliation. Il y a plusieurs paramètres. Et même en fonction de source, ça c'est très important.
L'important pour cet atelier, c'est de faire l'analyse des résultats en fonction de source. Lorsqu'on dit source, c'est-à-dire journal. Quels sont les journaux qui publient plus dans le mot-clé utilisé? Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et c'est applicable pour tous les auteurs qui cherchent les journaux qui acceptent de publier dans une thématique spécifique. Et en fait, vous voyez qu'un simple clic sur Analyze Search Results nous a donné beaucoup de courbes, beaucoup de statistiques qui sont des statistiques correctes. Et à chaque webinaire, on va essayer de découvrir au moins un des statistiques importantes. Déjà, la semaine passée, nous avons expliqué comment trouver un organisme de financement. Nous avons normalement bien détaillé sur le point de comment utiliser ce type ou bien ce genre d'organisme de financement. Et pour ce webinaire, on va concentrer sur la recherche de documents par journal. Et je vais peut-être zoomer sur les courbes des journaux. OK, très bien. Voilà, c'est une proposition des journaux qui acceptent la publication dans l'axe choisi. On peut peut-être limiter l'intervalle à 10 ans, puisque, comme vous voyez en haut à droite, c'est à partir de 1910 jusqu'à 2021, c'est beaucoup. Je peux directement cliquer sur analyser, mais avant ça, je peux limiter l'intervalle à 10 ans, bien à 5 ans, pour mieux interpréter les résultats. J'ai choisi, comme vous voyez, entre 2015 et 2021, 6 ans, c'est pour moi. Puis, directement, je clique sur analyser. Comme ça, il va me donner directement le résultat et des courbes bien détaillées des 6 ans qui précèdent, c'est-à-dire de 2015 jusqu'à 2021, les journaux qui publient plus pour le mot-clé que j'ai choisi. Donc, peut-être maintenant, je peux mieux interpréter les résultats. Je vous donne un exemple. En Grenat, c'est Optics Express. En fait, à gauche, on trouve les 5. On trouve 5 journaux. Mais, plutôt à droite. Mais à gauche, on peut trouver tous les journaux qui publient dans les mots-clés choisis. C'est-à-dire sont classés déjà. Vous pouvez choisir n'importe quel journal. Et à droite, c'est une courbe explicative. Comme j'ai dit, en Grenat, c'est Optics Express. Il a déjà publié combien? Et au moins 642 documents sur ce sujet. Et là, comme vous voyez, un pic en 2017, dont il a publié plus de 100 documents voilà, plus de 100 documents. Et maintenant, entre 2018 et 2020, il est, on peut dire, stable. C'est OK. Et même comme j'ai dit, de la liste à gauche, vous pouvez choisir n'importe quel journal pour voir son évolution. C'est ça l'avantage de faire cette analyse. C'est-à-dire, on peut trouver un journal, mais après interprétation. C'est-à-dire, on peut voir même les stratégies des journaux, les journaux qui ont déjà changé leur stratégie. On peut trouver directement les journaux qui sont en évolution par rapport aux mots-clés. Ça, vous êtes beaucoup pour trouver le bon journal qui accepte vraiment de publier dans votre axe de recherche. Bien sûr, on peut directement cliquer sur n'importe quel titre, n'importe quel nom de journal pour consulter directement les sites officiels et pour voir bien sûr les conditions de publication, the guide for others, c'est-à-dire le guide d'auteur, pour voir peut-être le dossier de soumission. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un simple clic sur cette analyse nous a donné directement une grande liste de propositions de journaux que je peux les traiter un par un. Ils sont déjà classés, ils sont déjà fiables puisqu'on a fait la recherche sur une base de données
avec une base de données très grande. OK? Voilà, c'est une méthode intéressante pour choisir un journal et vous pouvez, puisque déjà les liens sont dynamiques, vous pouvez cliquer sur n'importe quel journal pour voir le site officiel, pour voir plusieurs détails concernant le facteur d'impact, l'H-index, les conditions de soumission, quel est le nombre de volumes par mois, ou bien le nombre de volumes par semestre. Tout ça va vous aider pour bien choisir un journal. OK. Peut-être on peut pratiquer après un petit peu. Maintenant, avant de faire la pratique, je vais vous montrer une autre méthode que je trouve intéressante aussi. C'est Elsevier Journal Finder. Bon, c'est une solution gratuite et qui ne nécessite pas un accès institutionnel, c'est-à-dire on peut juste taper sur Google le site affiché. Donc, cette solution est offerte par Elsevier afin d'aider les chercheurs scientifiques pour généralement et pour exactement trouver des journaux indexés et des journaux de bonne qualité. Alors, sur cette interface qui est affichée devant vous, vous pouvez mettre directement le titre de votre document. Bon, avant, vous pouvez accéder à Journal Finder en tapant www.journalfinder.elsevier.com. Et puis, vous pouvez directement mettre le titre de votre document. Vous pouvez choisir ou bien mettre directement le résumé de votre travail, quelques mots-clés. Même, vous pouvez, pour être précis, vous pouvez mettre votre domaine de recherche. Aussi, un autre truc très important, en bas, on trouve d'autres filtres intéressants, c'est-à-dire, OK, voir par exemple, si vous pouvez ou bien si vous cherchez des journaux open access ou bien des journaux, les journaux avec abonnement pour vous proposer les journaux qui offrent par exemple la publication gratuitement. Si vous cherchez, c'est-à-dire tout simplement si vous cherchez un journal qui publie gratuitement les articles, vous pouvez juste cocher le deuxième choix, c'est-à-dire revue avec abonnement. Et décocher bien sûr revue en open access pour éviter par exemple l'open access. Ça dépend de votre politique de recherche. Bien sûr, vous pouvez voir la différence entre les deux. Aussi concernant le site score et concernant le facteur d'impact, qui sont des métriques importantes des journaux, ce sont des métriques de recherche pour le choix de journal. Alors, vous pouvez alors contrôler l'intervalle comme vous voulez concernant le site score qui est mesuré en 4 ans et le facteur d'impact qui est basé sur la mesure des citations et des publications en 2 ans. Ce sont des métriques vraiment très intéressants et on peut les utiliser pour trouver par exemple un journal de facteur d'impact entre 0 et 4, par exemple 0 et 10. Comme ça, ça va aider Journal Finder afin de vous proposer le meilleur journal. Une dernière chose sur le site Elsevier Journal, que je trouve importante aussi, c'est qu'on peut mettre et on peut trouver à travers cette plateforme des journaux où le délai de publication est très court. Et même, ça va nous permettre de cibler directement des journaux rapides. Ça va nous donner de nous donner directement les informations concernant les journaux où le délai de publication est très court.
Ça, c'est important, surtout pour les gens qui cherchent des journaux avec un délai de publication très court. C'est vraiment important de choisir à travers ça, c'est-à-dire il va vous donner directement les délais par semaine, c'est-à-dire par exemple je cherche un journal où le délai de la première décision ou bien le délai de la première réponse ne dépasse pas les 4 semaines, je peux directement filtrer sur ça et voir si on a un journal qui utilise les mots-clés que j'ai choisis, en même temps qui accepte les publications et qui est un journal un peu rapide, rapide de terme première décision et rapide même de terme de publication. Et ils sont vraiment juste les valeurs, les informations proposées par Journal Finder, puisque ce sont des calculs à travers la base de données Scopus. Alors, profitez de cet outil très, très intéressant afin de trouver les journaux rapides. OK? J'espère que c'est clair. Pour les questions, je vais essayer de répondre après. OK. Juste essayer d'utiliser la fenêtre questions et réponses pour poser vos questions. Puisque sur la discussion, peut-être on peut rater plusieurs questions comme ça. Okay. Donc, bref, en utilisant Journal Finder, vous pouvez trouver un journal qui correspond vraiment à votre problématique, votre domaine, un journal avec un facteur d'impact à votre choix et même un journal rapide avec un pourcentage d'acceptance très, très, très élevé. C'est-à-dire, quand vous voulez, vous pouvez trouver des journaux en utilisant cette manière. C'est très important de faire la recherche et voir les journaux qui existent sur Elsevier. Et comme ça, vous pouvez éviter directement les journaux, ce qu'on appelle les journaux prédateurs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la DGRSDT algérienne, et vous pouvez consulter son site officiel sur www.dgrsdt.dz. Depuis 10 années, elle affiche les listes des journaux classe A, les journaux classe B, les journaux prédateurs, et elle affiche même la liste des éditeurs qui sont des éditeurs prédateurs. En fait, ces listes sont créées, sont suivies par une commission multidisciplinaire des experts. Et la dernière version, c'est de l'édition de 2022, normalement mars 2022, si ma mémoire est bonne, a été, c'est-à-dire publiée récemment, avec, bien sûr, avec une nouvelle mise à jour, avec d'autres journaux classés et d'autres journaux classés prédateurs aussi. Et même, on peut trouver d'autres éditeurs prédateurs. Alors, surtout pour les Algériens, avant chaque soumission à un journal, il faut toujours vérifier que ce dernier n'appartient pas à la liste des journaux prédateurs. Surtout, je parle de la dernière mise à jour de la liste des journaux prédateurs et la dernière mise à jour de la liste des éditeurs. Sinon, si vous publiez dans un journal prédateur, directement les membres du comité scientifique de votre établissement vont comparer automatiquement la date de la première soumission de votre article avec la date de la dernière mise à jour des listes d'IGRSDT. Et si vous avez envoyé votre article à un journal jugé prédateur, malheureusement, vous ne pourrez pas se tenir avec. C'est une catastrophe. Alors, soyez prudents, très prudents, s'il vous plaît, avec
surtout à l'étape de soumission de votre travail. Il faut bien vérifier les listes, il faut bien lire les listes, il faut juste télécharger ce sont des trois fichiers. Ce sont des trois fichiers Excel. Après le téléchargement de fichiers, utilisez CTRL F en cliquant ou bien en tapant les SSN ou bien en tapant le titre de journal pour voir si le journal existe sur la liste de catégorie A, ou bien sur la catégorie B, ou bien sur les journaux prédateurs. Et même essayer de mettre les noms des éditeurs de votre journal sur la liste des éditeurs prédateurs en utilisant toujours CTRL F, CTRL C, CTRL V. C'est très simple de bien contrôler. Après, vous pouvez garder soit capture d'écran, bien copie des documents de la dernière mise à jour avant la soumission pour éviter tout problème le jour de dépôt pour soutenance et tout. OK. Alors, vous pouvez tous consulter le site et consulter le site de la GRC, c'est ouvert pour tout le monde, pas seulement pour les Algériens. Et vous pouvez télécharger les listes puisque sûrement vont vous aider. Et bien sûr, vous pouvez trouver sur Scopus même la liste complète des sources, la liste complète des journaux. Alors, vous pouvez soit à travers Scopus, le site officiel, ou bien à travers Scopus Preview sur Google, vous pouvez trouver la liste complète des sources qui sont des sources indexées. Maintenant, sur Scopus, il y a plus de 26 000 sources, c'est-à-dire plus de 26 000 journaux indexés de catégorie B et A. Alors, vous pouvez télécharger le fichier Excel de tous les journaux et faire à chaque fois la comparaison entre la liste Scopus et les listes publiées par la DGRSDT. Comme ça, vous allez être toujours en sécurité. Oui, oui, pas seulement pour les Algériens, vous pouvez tous profiter de cette solution, puisque un journal prédateur reste prédateur pour tout le monde. Oui, oui, je vous rappelle que la grande partie de ces listes affichées par la DGRCT sont choisies à partir des analyses qui sont effectuées par les comités de la base de données Scopus. Oui. Oui, à mon avis, après le choix de journal et avant la soumission, et pour éviter tout ça, même vous pouvez en plus vous pouvez même contacter le service de vice-rectorat chargé de la recherche scientifique de votre université pour confirmer avec eux que le journal ciblé n'est pas mentionné comme prédateur cette période, c'est-à-dire la période doit être bien définie. Et sinon, de préférence, faites directement une demande écrite avec la date au vice-recteur chargé de la recherche scientifique. Comme ça, vous êtes en sécurité et vous pourrez avoir directement une réponse écrite que le journal que vous allez contacter, c'est un journal de catégorie A ou bien c'est un journal de catégorie B et n'est pas un journal prédateur. Comme ça, vous êtes en sécurité et vous pouvez directement essayer. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les comités scientifiques le jour de soutenance. Alors, comme j'ai dit, soyez prudents en utilisant les bases de données. Mais pour utiliser les bases de données qui sont fiables, sécurisées, comme Scopus, vous êtes toujours en sécurité puisque vraiment sur Scopus, la fiabilité de données vous donne directement des journaux de bonne qualité et même des documents de bonne qualité à travers Scopus, à travers Sciences Direct, c'est-à-dire je parle des bases de données des plateformes de haut niveau. Voilà. Je vais essayer de changer directement le partage pour essayer d'ouvrir Scopus. Je vais faire directement une démonstration rapide.
Bon, premièrement, vous pouvez directement ouvrir le site Elsevier Journal Finder. Vous pouvez trouver le site sur Google. C'est très simple. Alors, c'est le site, en français, c'est Find Journal, trouver des revues. Directement, vous pouvez entrer le titre complet de votre recherche, bien de votre document, et puis un résumé avec 5000 caractères maximum, quelques mots-clés. Pour le domaine, vous pouvez sélectionner à partir de la liste proposée. Alors, vous êtes obligé de choisir à partir de là. Par exemple, je peux choisir biochimie directement, un autre ici, par exemple, immuno, et un autre, c'est-à-dire, par exemple, neurosciences. Comme ça, vous pouvez trouver directement les mots-clés qui correspondent vraiment à votre problématique. Ça va aider Journal Finder afin de vous proposer les bons journaux. Et puis, avant de cliquer sur Trouver des revues, on clique tout d'abord sur Préciser votre recherche. C'est pour affiner plus et pour avoir plus de filtres. Directement en bas, c'est affiner la portée de votre recherche pour obtenir des revues plus pertinentes. Alors, pour le type de parution, alors vous pouvez ici cocher ou bien décocher. Ça dépend. Ah, je vais actualiser la page. OK. Je clique sur Préciser votre recherche. Donc, vous pouvez cocher ou bien décocher concernant revues qui offrent de l'open access, c'est-à-dire l'accès doré. C'est le Gold Open Access. Ou bien cocher ici pour les revues avec abonnement, c'est-à-dire by subscription. C'est très important, surtout pour les gens soit qui cherchent seulement les journaux en open access ou bien qui cherchent seulement les journaux avec abonnement, ou bien les journaux hybrides. Les journaux hybrides, c'est-à-dire qui fait les deux, soit open access ou bien avec abonnement, à votre choix, bien sûr. L'impact sur les journaux, vous pouvez juste choisir ici par rapport, par exemple, le site score, le facteur d'impact, vous pouvez, comme vous voulez, choisir l'intervalle. Ça dépend de votre qualité de votre document. Vous pouvez juger la qualité. Vous pouvez juger quel est le facteur d'impact ciblé pour garantir un taux d'acceptation élevé. Alors, donc, ça dépend de votre objectif. Et puis, pour le temps de révision et pour le temps de publication, vous pouvez utiliser ici, c'est l'unité, c'est la semaine. Par exemple, je veux avoir des journaux où le délai de la première décision ne dépasse pas, par exemple, les 10 semaines. C'est-à-dire 2 mois et demi, c'est bon pour moi. Pour la date de publication, c'est-à-dire après la première décision, après le contact et tout, je ne veux pas, par exemple, dépasser les 13 semaines, c'est-à-dire presque 3 mois et demi. C'est très important de faire comme ça. Alors, essayez à chaque fois de faire un essai, lancer plusieurs essais et voir qu'est-ce qu'il va vous donner LCV comme proposition. À travers ces propositions, vous pouvez directement choisir un journal. Il va vous donner plus de détails. Chacun de vous, vous pouvez tous, c'est-à-dire faire une petite recherche et vous allez sur n'importe quel journal proposé par Elsevier, vous pouvez trouver une autre information cachée qui est le taux d'acceptance que vous allez trouver affiché sur la fenêtre principale affichée par Journal Finder. On trouve par exemple un journal, il veut dire directement que le taux d'acceptance est 30%. C'est important par rapport les autres journaux. Alors, vous pouvez faire la recherche en utilisant tout ça. Donc, pour accéder à Scopus, on peut écrire juste SNDL ici. Juste pour mon mot de passe.
Une minute. Je clique sur le premier choix, SNDL, Système national de documentation en ligne. Et puis, je clique sur Sciences et techniques. Avant de cliquer sur Sciences et techniques, je clique sur Connexion. Identifiant, mot de passe, connexion. Juste quelques secondes. Là, juste pour la connexion, je profite de lire quelques questions. J'espère que c'est clair pour le moment. OK. Donc, je clique sur Sciences et techniques. Et puis, vous pouvez trouver plusieurs plateformes, vous pouvez trouver plusieurs bases de données qui sont sponsorisées par le consortium algérien, le CIRIS, qui est affiché en haut à droite. Par exemple, pour accéder à Sciences Direct, vous pouvez cliquer sur Sciences Direct directement à partir de là. Et pour chercher Scopus, on peut trouver directement la base de données Scopus affichée sur la rubrique Sciences et techniques. Alors, je clique directement sur Scopus et j'attends juste la connexion. En profitant, en attendant l'ouverture du site, je peux cliquer sur l'onglet Formation sur SNDL pour trouver quelles sont les prochaines formations. D'ailleurs, pour après 2 semaines, nous avons une autre formation déjà, c'est affiché pour le 28 mai, c'est une formation en arabe. Alors, vous pouvez directement à partir de là trouver directement le lien de participation et partager le lien avec vos collègues pour profiter tous de ces informations ou bien ces formations organisées et animées par Elsevier. Voilà, c'est la nouvelle interface de Scopus. J'ai déjà affiché l'ancienne version. Ça, c'est la nouvelle version de Scopus. Directement, maintenant, je suis connecté à travers mon consortium, c'est-à-dire Research Center of Scientific and Technical Information. C'est le CIRIS, le consortium algérien. Je clique ici pour vérifier que je suis vraiment publié à partir de mon consortium. Et en fait, en Algérie, il n'y a pas d'autre méthode. C'est la seule méthode pour accéder à Scopus. Sur Google, on ne peut pas trouver carrément Scopus sur Google. On trouve seulement Scopus Preview. De préférence, essayez toujours d'ouvrir un autre compte sur Scopus pour profiter des différentes fonctionnalités qui sont offertes par les produits Elsevier. C'est un seul compte, on peut utiliser un seul compte pour tous les produits Elsevier presque, pour Scopus, pour Elsevier, pour Sciences Direct, pour plusieurs produits. Soit si vous n'avez pas un compte, vous pouvez cliquer sur Create Account, c'est créer un compte, ou bien directement s'inscrire ici. Et directement, je vais chercher 2 minutes, je vais chercher mon mot de passe. Comme ça, mon mot de passe, s'inscrire. Maintenant, je suis connecté à travers mon consortium, CIRIS, et en même temps, je suis connecté à travers mon compte personnel. Comme ça, Scopus enregistre à chaque fois les recherches que je vais faire. Ça va nous aider pour que l'algorithme de Scopus me propose à chaque fois les bonnes fonctionnalités afin de rendre la recherche sur Scopus très simple et très facile. Donc, je peux cliquer directement
et choisir n'importe quel mot-clé. Par exemple, je vais écrire juste biologie, ou bien light scattering, ou bien n'importe quel, bien microparticle. Ça dépend les mots-clés. Je vais choisir arbitrairement. Par exemple, toujours le même, light scattering par exemple. Je vais cliquer sur Search. Et avant ça, et en attendant la connexion, vous voyez tous au nous, il y a Search, et à côté du Search, il y a Source. Je peux cliquer sur Source. C'est une option très importante pour trouver des journaux aussi. Alors, en cliquant sur Source, Scopus va vous donner directement tous les journaux qui sont indexés Scopus. À partir de cette liste, on peut trouver plusieurs journaux qui acceptent la publication dans votre domaine. Alors, là, je peux directement cliquer sur Title. Et comme ça, vous pouvez choisir n'importe quel journal, puisque en bas, vous allez trouver une liste complète des sources. Sur Scopus, il y a 43 132 sources. Vous pouvez directement télécharger le fichier Excel dans le Scopus Source List, c'est-à-dire c'est le fichier complet des sources. Alors, vous pouvez directement, avec un simple clic, télécharger le fichier Excel avec la totalité des sources. Bon, c'est à partir de cette source que la DGRSDT à chaque fois compare les listes entre les catégories et entre le A, le B, et pour après filtrer les sources et pour filtrer les journaux prédateurs qu'on peut les trouver sur Google et sur les bases de données qui ne sont pas fiables. Alors, essayez toujours de rester sur Scopus pour être toujours en sécurité. Donc, ici, je peux savoir la liste complète des journaux qui sont indexés Scopus. Je peux les classer par exemple par rapport au site score, par rapport au nombre de citations. Il y a lot of metrics, c'est-à-dire il y a plusieurs métriques qui sont proposées par Scopus pour vous faciliter le choix de journal. Alors, vous pouvez directement trouver, par exemple, ici, c'est un nom journal, c'est Cancer Journal of Clinicians, c'est-à-dire, et puis, c'est le publisher, c'est le Wiley. Voilà le SNP, le SGR, tous sont des métriques importants de recherche et tout. Je peux ici choisir entre le Q1, Q2, Q3 et Q4. Ce sont des journaux aussi entre les 10%, les premiers 10%, les premiers 25%. C'est pour classer le high class, c'est-à-dire le high journals. Et puis ici, par exemple, pour choisir juste les journaux, puisqu'il y a plusieurs types de journaux, il y a plusieurs détails, je peux cliquer, par exemple, ici, juste pour Journal, Apply. Il va me donner directement le nombre exact des journaux et pas les autres types. Ça a plus que presque 40 000. Normalement, c'est simple de faire la recherche ici. OK. Ici, c'est Display Only Open Access Journal, c'est-à-dire pour afficher juste les journaux en Open Access. Je peux cocher ici pour me donner directement les journaux Open Access, sinon je laisse comme ça. Et puis directement, je peux, comme j'ai dit, exporter le fichier Excel, soit pour une collection bien définie. Par exemple, pour 1, 2, 3, je peux exporter l'Excel pour les 3 journaux classés, ou bien je peux directement cliquer Download Scopus pour télécharger la totalité, c'est-à-dire les 43 000 résultats. OK. Et comme j'ai dit, par ISSN aussi, si vous avez déjà un ISSN valide, vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, si vous trouverez un ISSN sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez voir ici si l'ISSN est vraiment valide ou non.
Donc, je reviens à la fenêtre principale. Oui, sur Scopus. Sur la fenêtre principale, j'ai déjà écrit un mot-clé, par exemple, Light Scattering. Et puis, je clique sur Search, sur Rechercher. Il va me donner 218 000 documents. C'est vraiment important, c'est beaucoup et tout. Mais ce n'est pas notre question aujourd'hui. Alors, concernant les documents, il m'a donné comme ça 218 000 puisque déjà j'ai parlé déjà des brevets d'invention. Vous pouvez consulter à partir d'ici la liste des brevets d'invention qui sont publiés en utilisant les mots-clés, bien le mot-clé que j'ai tapé. Mais pour le moment, je clique directement sur Analyze Search Results pour voir les journaux qui sont proposés. C'est une autre méthode. Alors, pour le moment, j'ai présenté 3 méthodes afin de trouver un bon journal pour votre article scientifique. Donc, il va afficher directement les courbes et les statistiques sur plusieurs paramètres et tout. Directement, je vais chercher Document by Source. Là, voilà. Je clique. Voilà. Il m'a donné, à droite, sont les top 10 des journaux qui publient plus en utilisant les mots-clés que j'ai tapés et qui répondent vraiment à votre problématique et votre thème de recherche. Et à gauche, c'est la liste complète des journaux qui ont mentionné même une seule fois le mot-clé que vous avez tapé. Donc, ici, je peux cliquer, je peux choisir n'importe quel journal. Ça, c'est l'évolution et la stratégie du journal. C'est très important de voir les stratégies des journaux avant de publier, avant de même d'envoyer votre travail pour la première fois. Essayez toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, de choisir, de cibler les journaux où la courbe est toujours en croissance. Comme ça, la possibilité d'accepter le travail, ce sera élevé. Mais ce sont des probabilités, ok? Des probabilités, mais on peut les considérer, on peut les mettre en considération toujours. Donc, je peux, par exemple, à titre d'exemple, choisir, par exemple, Applied Optics. Voilà, c'est source de détails, c'est-à-dire les détails du journal. À chaque fois, il me propose de faire la traduction en français. Problème, juste un petit problème de connexion. Donc, je vais essayer d'attendre un petit peu. Et il va bientôt afficher le site score de journal choisi. Normalement, on a choisi ici Optics Express. Le SGR, il y a beaucoup de... OK. Bon, l'essentiel, apparemment, c'est un problème de connexion. Mais ça va, puisque déjà nous avons... Normalement, c'est clair, puisque les étapes sont claires, en attendant juste la connexion pour afficher directement exactement les détails du journal et tout. Alors, on peut même comparer les sources, c'est-à-dire comparer entre les journaux en utilisant les mots-clés, voir les feedbacks des auteurs qui ont déjà publié sur le journal. C'est très important de voir les feedbacks des auteurs avant d'envoyer votre travail. Et même si vous êtes intéressé par ce journal, il y a un bouton très, très, très important, c'est Set Document Alert, c'est-à-dire créer une alerte.
je peux cliquer sur créer une alerte. Puisque je suis connecté par mon compte SNDL et mon compte Elsevier, il va m'envoyer à chaque fois des rapports sur le type de documents et sur même les documents en général publiés par cette revue, par ce journal. C'est très important pour voir une idée, par exemple, si vous pensez à publier dans 2 mois ou 3 mois. Et alors, c'est bien de configurer une alerte pour voir l'évolution, pour voir quelles sont les thématiques ciblées par ce journal pour publier les travaux et tout. Alors, vous pouvez juste cliquer sur cette Search Document Alert. Il va directement vous envoyer des documents et des rapports bien détaillés chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois, quand vous voulez, sur les documents publiés par le journal. Bon, pardon pour ce problème, ce petit problème de connexion, mais j'espère que c'est clair pour le moment. Puisque normalement, si tout est affiché, il reste quelques petits détails. OK? OK, c'est bien. Je vais actualiser une dernière fois. Ouais, je pense la même chose. Donc, voilà, je pense qu'on a parlé sur des solutions, 3 méthodes presque pour chercher une revue scientifique, 3 ou 4 méthodes, pour chercher dans une base de données fiable et de très bonne qualité comme Scopus. J'insiste toujours sur l'utilisation de ces solutions surtout pour éviter les revues prédatrices, les journaux prédateurs. Et pour chaque webinaire, on va donner plus d'informations, plus de solutions afin de maîtriser ce processus de choix de journal. Donc, on va même peut-être parler sur la préparation de templates, c'est-à-dire une étape un peu, c'est-à-dire un peu avancée. On va organiser des webinaires spéciaux, préparation de dossiers de soumission, beaucoup de choses et vous êtes toujours invité au webinaire organisé par Elsevier. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à une autre formation le 28 mai, c'est-à-dire prochain, après exactement 2 semaines, le samedi, c'est pas le samedi prochain, le samedi 28 mai. Ce sera un atelier en arabe, puisqu'il y a beaucoup de monde qui demande ce genre d'atelier en arabe. Et le titre sera en arabe, ce sera كيفية إيجاد موضوع أصلي وبقيمة مضافة, c'est-à-dire comment trouver un sujet original et bien sûr comment indiquer la valeur ajoutée, bien the added value for the subject. Yani, merci beaucoup pour votre participation. Je vais lire quelques questions. Oui, j'espère que c'est clair. C'est quoi la différence entre le site score et le facteur d'impact? Donc, ce sont des métriques utilisées par les journaux, ce sont des métriques et des mesures utilisées par les journaux, surtout les journaux indexés et tout. Bien sûr, entre le site score et le facteur d'impact spécialement, le calcul c'est un peu similaire.
Donc, pour le site score, il est basé sur le calcul des citations reçues en 4 ans, c'est-à-dire en 4 ans, pour des documents publiés à la même période. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si on dit, par exemple, le calcul de site score de 2020, site score, pour calculer le site score pour l'année 2020, c'est-à-dire ce sont les citations reçues en 2020, les citations reçues en 2019, 2018, 2017, l'ensemble des citations divisé par le nombre de documents publiés en même période, c'est-à-dire publiés en 2020, 19, 18 et 17. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire 4 ans sur 4 ans. 4 ans de citation sur 4 ans de publication. Okay. Et lorsqu'on dit document, concernant le site score, pour bien clarifier le point, lorsqu'on dit document, c'est-à-dire tout type de document. Hein. C'est-à-dire, pour calculer le site score, il prend en considération les articles review, les articles de conférence, les chapitres, le tout entre dans le mesure. C'est pas comme le facteur d'impact. Et voilà, c'est-à-dire, et même pour le facteur d'impact, le calcul est, c'est ça la différence. Entre le facteur d'impact, le calcul est basé sur 2 ans. C'est-à-dire pour estimer la visibilité d'un journal, on calcule ce facteur d'impact qui est un rapport entre le nombre de citations dans une année et le nombre des articles publiés par la revue elle-même pour au cours des 2 années qui précèdent, bien au cours des 2 années précédentes. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire, bref, un facteur d'impact, par exemple, d'une année, c'est le rapport de nombre de citations reçues par l'année, par cette année par exemple, sur le nombre d'articles publiés par la revue elle-même au cours des 2 années précédentes. Une année de citation sur les 2 ans de publication qui précèdent. Mais le site score, c'est 4 ans sur 4 ans. Oui. La différence entre un journal avec abonnement ou bien un journal open access, un journal open access, c'est un journal payant, mais c'est un journal acceptable pour la soutenance. Alors, vous pouvez soutenir avec un article publié en mode open access, puisque les frais d'open access sont des frais de publication, sont des frais de visibilité, afin de garantir la visibilité après la publication. Généralement, les journaux proposent le mode open access après l'acceptation des contenus scientifiques de votre article. Alors, il y a une différence entre un journal payant et un journal open access. Un payant, généralement, il est interdit puisque généralement les journaux payants sont des journaux prédateurs, entre parenthèses. Mais le journal open access, le paiement est justifié. Mais pour les journaux en abonnement, bien by subscription, sont des journaux qu'on peut les publier gratuitement, mais pour accéder après à votre article, c'est-à-dire par les doctorants et par les étudiants, il faut soit payer afin de télécharger l'article, sinon d'utiliser les comptes de consortium, comme le cas de Saint-Dié pour les Algériens. Mais l'open access, c'est un article qu'on peut le trouver gratuitement sur n'importe quel moteur de recherche, sans besoin d'un compte institutionnel afin de le télécharger. Et la différence, bien sûr, c'est que la visibilité concernant l'open access est très grande par rapport à un article publié en mode abonnement. C'est pour ça qu'on trouve les laboratoires étrangers reçoivent beaucoup de citations. Les auteurs étrangers reçoivent beaucoup de citations puisque tout simplement ils publient sur le mode open access.
Oui. Est-ce que tous les journaux Elsevier sont indexés Scopus? Voilà, pour qu'un journal soit indexé Scopus, il doit tout d'abord répondre à plusieurs exigences. Il doit répondre à plusieurs critères de la base de données Scopus, quelle que soit la maison d'édition. Il y a plus de 7000 maisons d'édition sur Scopus. Et puisqu'il y a un comité scientifique, un comité juridique sur Scopus qui est un comité totalement indépendant, c'est le CSAB, le comité scientifique de Scopus, il s'appelle le CSAB. Alors, le journal qui ne répond pas aux exigences de Scopus ne sera plus indexé. Alors, il fait le contrôle quotidiennement, le contrôle continu des journaux. Et même ce comité, il peut soit indexer des journaux sur Scopus et même il a le droit de retirer n'importe quel journal, les journaux qui perdent le souffle et qui perdent la capacité de répondre toujours aux critères et aux exigences de Scopus. Bref, c'est-à-dire les journaux Elsevier ne sont pas forcément tous indexés sur Scopus puisqu'il y a des exigences, il y a des critères. Par exemple, parmi les critères, c'est que pour qu'un journal, c'est-à-dire soit indexé Scopus, il doit justifier au moins 2 ans d'existence, ok, 2 ans de publication. Alors, on peut trouver des journaux qui ne sont pas encore indexés à cause de cette raison, ou bien il y a plusieurs autres raisons. Alors, pas forcément de trouver tous les journaux Elsevier indexés Scopus, puisqu'il y a un comité indépendant qui gère tout ça. C'est applicable pour toutes les maisons d'édition, c'est applicable pour tous les groupes d'édition. Quelles sont les raisons de retard dans la publication des articles? Bon, il y a plusieurs raisons, ça dépend. Il faut bien choisir les journaux, il faut toujours choisir les journaux qui publient beaucoup de volumes par an, c'est-à-dire surtout les journaux qui publient par exemple 2 volumes par mois. Toujours le pourcentage, ce sera grand et même la probabilité, la possibilité de publier rapidement par les journaux qui ont plusieurs volumes, la possibilité est très grande. Alors, il faut bien choisir et il faut utiliser les bases de données fiables. Utiliser par exemple Elsevier Finder pour vous donner directement le journal rapide et pour éviter le retard. Mais il reste toujours, il y a des retards non justifiés, peut-être bien justifiés à cause de quelques éditeurs. Ouais. Oui, pour les formations en arabe, essayez de participer avec nous dans 2 semaines, le 28 mai à 11 h, le samedi 28 mai à 11 h, on va organiser un atelier en arabe. OK. Bon, je vais essayer de chercher les questions qui sont en relation avec le sujet d'aujourd'hui. Pour les questions en arabe, je vais les laisser pour la prochaine fois. Je vais répondre en arabe le prochain atelier. Existe-t-il des éditeurs prédateurs? Oui, bien sûr, dans des bonnes revues. Généralement, non, puisque maintenant, pour qu'une revue accepte un éditeur comme éditeur, elle fait déjà une bonne recherche sur le CV de l'éditeur et tout.
Tout ça pour éviter les prédateurs et tout. C'est-à-dire, si un journal recrute un éditeur prédateur, le journal devient automatiquement prédateur. Hein. Alors, maintenant, les revues font des recherches approfondies sur les personnalités, sur les chercheurs, les enseignants, les éditeurs, surtout les nouveaux éditeurs, afin d'éviter ce grand problème. Oui, pour les sciences sociales, normalement, les prochaines semaines, on va organiser des webinaires, mais quand même, vous pouvez consulter la chaîne YouTube Elsevier Africa ou bien la page Facebook Elsevier Community. Vous allez trouver beaucoup d'enregistrements, beaucoup de vidéos, beaucoup de présentations sur la présentation, sur comment publier un article en sciences sociales sur une revue indexée sur Scopus. Quelle est la différence entre Scopus et Elsevier? Scopus, c'est une base de données. Et, Scopus, c'est délivré, c'est-à-dire c'est un produit, Scopus est un produit Elsevier. Elsevier est un groupe d'édition connu mondialement. Et Elsevier a plusieurs produits. Parmi ces produits, on trouve la base de données Scopus, lancée en 2004. On trouve parmi les produits Elsevier, il y a aussi Sciences Direct, Mendeley, Scivel. Il y a beaucoup de produits très intéressants. Et on va peut-être, les prochains ateliers, parler à chaque fois d'un produit. Si un journal ne respecte pas ces délais, que doit-on faire? Retirer l'article ou quoi faire? Ça dépend. Si vous êtes pressé, vous pouvez juste envoyer un mail aux éditeurs en chef pour retirer votre document. L'essentiel, il faut informer avant de se mettre le travail dans un autre journal, sinon c'est un problème de blacklist. Alors, avant de retirer un travail, il faut toujours garantir la traçabilité. La traçabilité, c'est quoi? C'est envoyer un simple message, un simple mail vers l'éditeur en chef, une demande de retrait. C'est bon, monsieur l'éditeur. Alors, il faut informer pour garantir la traçabilité. Comme ça, vous êtes en sécurité. L'essentiel, éviter le maximum de se mettre le travail dans des journaux ou bien dans 2 ou 3 journaux en même temps. C'est interdit par la loi. OK. Merci à vous. J'ai répondu déjà à cette question. Comment changer la langue de recherche en français? Bon, pour le truc que j'ai sur le navigateur, c'est une extension de navigateur. C'est une traduction directe entre l'anglais et le français. C'est une extension, c'est pas une traduction du site. C'est quoi la différence entre set score et impact factor? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, je pense que c'est bon, c'est tout pour moi. Donc, rendez-vous la semaine du 28 mai pour une session d'atelier en arabe qui sera, Inch'Allah, intéressante pour vous. Alors, profitez et essayez d'assister avec nous la prochaine fois aussi. Vous êtes nombreux là, et on va essayer à chaque fois de partager avec vous le maximum des informations. Et je profite toujours de vous donner un lien de feedback puisque ça va
nous donner vraiment pour les prochaines fois de trouver des bonnes pour vous proposer des bons sujets, des bons slides et tout. Alors, je partage avec vous sur le chat maintenant. Directement un lien vers une publication de feedback avant de quitter. Alors, je vous remercie tous. Merci beaucoup, Mariam, pour votre présence aujourd'hui avec nous. Et rendez-vous pour la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.